Je prends encore une question et s'il n'y en a pas, je pense qu'on va passer à la séquence 2. Bon, la règle du jeu, c'est à la fois frustrant parce que c'est au moment où on commence à engager la discussion qu'il faut l'arrêter, mais l'idée c'était vraiment de balayer large l'ensemble des problématiques portées, traitées par les chercheurs du réseau. En tout cas, merci à René, à Jean-Claude et à Julie. Et je demande à René et à Pierre-Édouard de venir nous rejoindre donc pour la seconde séquence qui porte, elle, sur les politiques publiques avec la même règle du jeu pour vous deux. C'est bon? Oui. Bon. Voilà. Eh bien, bonjour à tous. Je suis, comme cela est joliment dit dans la plaquette de présentation, le chercheur contemporain de l'ouvrage. Voilà. Donc, ça m'a amené effectivement à relire la partie consacrée aux politiques publiques, et en relisant les différentes contributions, j'ai été frappé par la proximité qu'avaient ces contributions avec l'évolution des politiques publiques dans début des années 90, et notamment par la dimension sociale de ces politiques, puisque la plupart des contributions portent sur deux des objectifs majeurs de la politique du logement début des années 90, la mise en œuvre du droit au logement ou la recherche de la mixité sociale et urbaine. Personnellement, je vais surtout m'attacher, en reproduisant là la segmentation qu'on vient de critiquer des analyses, surtout m'attacher au nouveau cycle de la politique sociale du logement qui s'ouvre au début des années 90, au moment de la promulgation de la loi Besson, avec pour ambition de mettre en œuvre le droit au logement. Et que cette réflexion s'est développée dans le cadre d'un programme de recherche qui s'est déroulé sur longue période, une douzaine d'années, entre 92 et 2004, un programme initié par le PUCA qui a suscité de nombreux travaux de recherche, des temps d'échange et puis tout un travail de capitalisation, quoi. Et bon, nous sommes assez nombreux ici à avoir bénéficié du soutien et de l'engagement de Francine Benguigui, qui est présente ici. Donc, je ne voulais pas manquer l'occasion de la remercier à nouveau, parce que la recherche est aussi une question de personnes, il faut le dire. Et puis, salue aussi Anne-Marie Fribourg. Donc, 12 ans de recherche, 12 minutes, parce que Pierre-Édouard m'en a laissé 2 pour en rendre compte. Alors, j'ai essayé d'identifier 3 questions autour desquelles on a essayé de réfléchir. 3 questions aussi qui peuvent avoir du sens aujourd'hui, et ça c'est pour faciliter le passage de témoin à Pierre-Édouard Veil. Première interrogation, elle portait sur la nouvelle séquence de la politique du logement, de la politique sociale du logement qui s'ouvrait au début des années 90. Quelles en étaient les 90, les caractéristiques? Et on a pris assez au sérieux la notion de défavorisé qui était mise en avant à cette période pour pointer le fait que ça ouvrait de fait un nouveau moment, et ça signifiait une façon pour la puissance publique, pour l'État, de s'intéresser à la situation des plus fragiles dans le domaine du logement. Comme il y avait eu à d'autres époques la mise en avant de la notion de sans-abri dans les années 50, dans les situations de pénurie de logement, la notion de mal logé qui a permis d'organiser l'action publique dans le domaine du logement dans les années 70, et puis avec les années 90, celle de défavorisé, qui marque quelque chose de nouveau et qui marque en particulier l'irruption de la question de la précarité dans le champ du logement. C'est la question sociale qui apparaît là de façon assez vive et assez forte dans le champ du logement. Et
cette précarité va se manifester par quelque chose d'assez nouveau, qui est la rupture du lien entre la production de l'offre d'un côté et l'accès au logement, et également par le risque pour un certain nombre de locataires d'être confrontés à des difficultés et donc au risque de perdre son logement. Donc cette évolution est forcément à mettre en relation, je n'ai pas le temps de développer, mais avec la réforme du financement du logement de 1977, par laquelle l'État avait abandonné sa capacité, son ambition à réguler l'offre de logement. Deuxième caractéristique de cette politique, c'est qu'elle est très marquée dans ses pratiques par le paradigme de l'insertion, qui, à la suite de la loi sur le RMI, on rappelle décembre 88, qui va contaminer les pratiques d'une certaine façon dans le champ du logement. On va voir apparaître des notions comme les notions de parcours accompagné, l'accompagnement des personnes se dissociant là des formes d'habitat auxquelles cet accompagnement était d'habitude lié, et puis toute la mise en place, diversification des formes d'hébergement, des solutions probatoires avant l'accès au logement social, toute une série de réponses en escalier qui sont la manifestation de ce paradigme de l'insertion quand il est saisi par les acteurs de l'insertion. Ce qui me semble nouveau aujourd'hui, qui fait qu'à mon avis, cette période-là se referme, c'est qu'apparaissent dans le champ du logement un certain nombre de nouvelles lignes de fracture sociale qui n'étaient pas celles qu'on avait prises en considération dans les années 90. Parmi ces lignes de fracture sociale, ces évolutions à prendre en considération, évidemment, l'appauvrissement des demandeurs de logement social, les inégalités entre propriétaires et locataires, les inégalités entre générations pour l'accès au logement, l'absence de perspectives sociales et résidentielles pour un certain nombre de ménages, et l'inégalité des dessins résidentiels qui en résulte. Tout ça fait que cette question des inégalités m'apparaît aujourd'hui comme une dimension centrale de la question sociale. Elle ne l'était pas il y a une vingtaine d'années, elle est insuffisamment prise en compte. Et puis la deuxième chose qui conduit à une remise en cause du paradigme de l'insertion, ou au moins de sa capacité à organiser l'action des acteurs dans le champ du logement, c'est que les parcours sont devenus très chaotiques, y compris dans le champ de l'hébergement. 50% seulement des gens qui passent dans un centre d'hébergement d'insertion accèdent à un logement. Un certain nombre de locataires, en sortant du logement social, retournent à la case départ, etc. Qui fait que, par la réalité même des trajectoires, le paradigme de l'insertion me semble avoir perdu de son efficacité. Première question. Deuxième question, Marie-Christine, tu m'arrêtes si je suis trop long. Deuxième question qui était très présente dans les travaux de recherche, elle concernait la nature et l'effectivité du droit au logement. Ce qui est très très vite apparu, et il y a un très bon article, une très bonne contribution dans l'ouvrage de Françoise Zitouni qui pointe bien cette question, c'est le changement de régime des obligations que porte la loi de 90 visant la mise en œuvre du droit au logement. Les lois de 82, 86, 89, qui avaient apporté des droits nouveaux aux locataires, rééquilibré le rapport locatif, avaient fait cela en reniant les prérogatives du droit de propriété. Avec la loi de 90, on n'impose pas de nouvelles obligations aux propriétaires. Il y a des obligations qui portent sur la collectivité publique pour mettre en place des moyens, mettre en place des aides, mettre en place des logements pour favoriser l'accès au logement des personnes identifiées comme étant en difficulté. Donc, ce qui va s'organiser, c'est la mise en place d'un certain nombre d'instruments de régulation, des plans, des schémas, de structures de négociation, des organes divers, des commissions, qui vont dire qui a droit à une aide, qui a droit d'entrer dans un logement. Et on est ainsi passé à ce que Robert Laffort avait bien pointé, de mon point de vue, au fait qu'on est passé d'un droit substantiel, qui était le droit ouvert des locataires, à un droit processuel qui, faute de dire des normes, multipliait les instances locales d'édiction de règles d'action. Ce qui fait que
si vous voulez, on était pris en considération à partir du moment où on rentrait dans un dispositif. C'est ce que ça veut dire Robert Laffort en parlant de droit processuel. Faute de pouvoir caractériser les défavorisés par des normes, hein, c'est le fait d'entrer dans un dispositif qui qualifie. Tout ça a débouché, je vais très vite, hein, sur une logique d'intervention qui relevait davantage dans le domaine du logement d'un droit de nature assistentielle plutôt que du droit du logement, que c'était le cas pour les locataires. Et un droit qui est un droit minoré, qui est fondé sur 3 logiques, hein, qui sont très clairement à l'œuvre dans ce domaine. Une logique de droit subjectif par l'individualisation de l'accès, hein, une logique de droit tutélaire, c'est-à-dire que les personnes sont supposées présumées incapables d'accéder à un logement sans l'aide de la collectivité, et puis un droit territorial qui s'exerce en fonction de la mobilisation des acteurs locaux. Donc vous voyez, dans cette logique-là, l'accès au logement, ça devient une épreuve surmontée, et dans laquelle la protection est échangée contre la tutelle sociale. Et on est bien loin d'un droit qui est dans une logique universaliste. Cette réflexion sur le droit, quand même, a permis de déboucher fait surgir un certain nombre de questions, de débats, dont certains ont trouvé des éléments de réponse politique. Il en est ainsi, par exemple, de la réflexion sur la nécessité de rendre le droit au logement opposable et justiciable. Une question qu'on avait portée dans le cadre du programme, qui a été reprise à partir de 2002-2004 par le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, notamment sous l'impulsion de Paul Boucher, et qui a permis des travaux qui ont préparé la loi de 2007 sur le droit au logement opposable. Ça a permis d'élargir le noyau très réduit des droits opposables dans le domaine du logement, en bornant aussi clairement que possible la situation d'accédant au logement, en faisant une catégorie, hein, à travers la définition qui en a donnée dans la loi. Et puis il reviendra sur la façon dont c'est appliqué. On est loin de l'ambition de la loi. Le deuxième débat qui avait été ouvert aussi, c'était la remise en cause du passage obligé par toutes ces formes d'hébergement ou d'habitat transitoire, hein, qui constituent en quelque sorte une forme de purgatoire résidentiel. Hein, et les travaux avaient montré les limites d'une telle démarche, et ça a sans doute contribué à l'émergence ou du moins à préconiser la stratégie du logement d'abord, hein, à partir de 2007 également, dans laquelle, stratégie du logement d'abord, le logement n'est pas la récompense au terme du parcours d'insertion, mais il en devient le support, hein, la condition de la réalisation de cette insertion, quoi. Puis, autre débat qui est toujours ouvert, qui avait été soulevé au moment de ces travaux de recherche, hein, au milieu des années 2000, c'est la nécessité de s'interroger sur la sécurisation des trajectoires des personnes en difficulté, et la nécessité de leur donner des perspectives résidentielles, hein, au moment justement, je l'ai indiqué, où l'inégalité des destins résidentiels, ça apparaît comme un marqueur des inégalités sociales et comme la manifestation du déclassement des couches populaires. Troisième question, 3 mots, sur tous ces travaux sur la politique sociale du logement, visant la mise en œuvre du droit au logement. Bien sûr, ça a rencontré la question de la gouvernance de la politique du logement. Les travaux dans les années 90 se sont développés dans le moment qu'on pourrait appeler le moment contractuel des politiques publiques, hein, puisque que ce soit la politique du logement en faveur des défavorisés, la politique de la ville qui se développe dans la même période, l'une et l'autre de ces politiques ont été les terrains d'élection des politiques contractuelles, par lesquelles l'État a cherché à dépasser les limites de la décentralisation de 82-83 par bloc de compétences qui s'avéraient incapables de traiter les problématiques complexes et de mettre en place des politiques transversales. Et ces politiques contractuelles sont apparues comme la façon pour l'État d'associer les collectivités territoriales, mais essentiellement à l'époque les départements et les communes,
à ces objectifs généraux pour la mise en œuvre du droit au logement, de lutte contre la ségrégation. À l'évidence, nous ne sommes plus dans ce moment-là des politiques publiques. Ce qui rend la réflexion difficile sur la gouvernance de la politique du logement, c'est qu'il n'existe pas une politique du logement, mais des politiques du logement, ce à quoi on a été clairement confronté dans le cadre de ce programme de recherche, avec d'un côté un volet économique de cette politique qui se préoccupe surtout du développement de l'offre, qui est très peu territorialisé, qui est surtout dans les mains de l'État avec ses propres outils, notamment, ça a été évoqué tout à l'heure, toutes les mesures fiscales, tous les outils de politique fiscale, et puis d'un autre côté un volet social de la politique du logement qui se scinde lui-même en deux parties. On pourrait dire tout un réseau qui concerne plus le logement social et les personnes modestes ou pauvres mais intégrées socialement, et puis tout un volet très social qui concerne, comme le disait la loi de 90, les personnes cumulant des difficultés économiques et sociales. Donc à la fois on est dans un mouvement de décentralisation, mais de décentralisation de ces différents volets de la politique du logement qui ne se perdent pas au même rythme, ce qui est principalement décentralisé, c'est le volet social de la politique du logement, avec un phénomène nouveau qui est intervenu depuis l'époque des travaux auxquels j'ai participé, qui est la montée en responsabilité des intercommunalités, reconnues aujourd'hui comme les acteurs majeurs des politiques locales de l'habitat, qui ont eu, à partir de 2004, des moyens nouveaux pour intervenir à travers la délégation des aides à la pierre, qui ont des domaines de compétences nouveaux, avec la compétence hébergement en 2004, avec les compétences en matière de peuplement, en matière d'attribution de logements avec la loi Allure, sans pour autant avoir les outils pour intervenir sur le marché, qui est la source des phénomènes d'exclusion qu'on leur demande par ailleurs de traiter. Et si j'ai un dernier mot à dire, je pense qu'il y a une question qui est posée, qui est centrale de mon point de vue, c'est celle du rôle de l'État dans tout ça. À l'époque de nos travaux, il y avait toute une rhétorique qui se développait sur l'État stratège, l'État animateur. À l'évidence, on n'est pas plus dans cette situation-là. Je pense qu'il faut revenir à des choses extrêmement basiques. De quelle façon aujourd'hui l'État accompagne et parfois encadre l'action des intercommunalités auxquelles il a délégué des pouvoirs importants en matière d'habitat? Et deuxième question qui se pose à l'État, c'est qu'en même temps qu'il a ouvert des droits nouveaux par la loi de 98, par des lois de 2007, l'inconditionnalité de l'accueil, la continuité de la prise en charge des populations les plus fragiles, les droits nouveaux à travers le DALO, comment l'État joue son rôle de garant. Voilà, merci. Ok, merci. Bonjour, je vais essayer de répondre à quelques-unes de ces questions, ça va être difficile. Je me présente très très rapidement, dans le temps qui m'est imparti. Donc, je m'appelle Pierre Dorveil, je viens d'être recruté comme maître de conférence en sociologie à l'Université de Bretagne occidentale, et en fait j'ai soutenu il y a déjà quelques années, il y a 2 ans et demi maintenant, une thèse sur le droit au logement opposable. Voilà, je vais en tirer un livre qui paraîtra quelques mois avant l'anniversaire des 10 ans de la loi, l'année prochaine. Donc voilà, donc je suis très honoré d'être associé en binôme à René Balin, sachant que ces travaux m'ont particulièrement orienté dans le cadre des débuts de mes recherches sur le logement. Je précise toutefois que je suis beaucoup moins spécialisé que René Balin sur le logement, sachant qu'après j'ai travaillé sur d'autres politiques sociales, et que mes recherches, elles embrassent une période beaucoup plus restreinte, le début des années 2000, le début des années 2010. Voilà. Voilà, donc je vais revenir dans mon propos sur 3 points qui ont été évoqués par René Balin et essayer d'avancer quelques éléments récents sur chacun d'eux, notamment à travers le cas du DALO. Voilà, sur des évolutions qui s'inscrivent dans des transformations plus larges de l'état social à travers le cas du DALO et du logement. Alors, le premier point, en fait, je vais essayer de donner quelques éléments sur la nouvelle séquence des politiques nationales du logement qui a été menée par les gouvernements successifs, disons, depuis le début des années 2000. Voilà, donc c'est des politiques qui sont de plus en plus orientées nettement par 3 objectifs, au-delà du logement des personnes défavorisées, les politiques du logement. Premièrement, il s'agit de soutenir l'offre de logements locatifs privés en favorisant notamment les investissements locatifs
des ménages des classes supérieures. On parlait tout à l'heure des politiques fiscales en la matière. Deuxièmement, il s'agit de favoriser l'accession à la propriété des classes moyennes et des fractions supérieures des classes populaires, grâce à des dispositifs comme le prêt à taux zéro. Et troisièmement, donc, le droit au logement des personnes défavorisées, entre guillemets, dont il s'agit de garantir l'accès au logement des fractions précaires des classes populaires, sachant que les plus démunis sont généralement renvoyés vers les structures d'hébergement, comme l'a souligné d'ailleurs René Ballin juste avant. Alors pour simplifier le tableau, on aurait en quelque sorte une politique au singulier du logement qui pourrait être envisagée comme des politiques de classe, cette fois-ci au pluriel. Bon, ça prête un petit peu à discussion, mais toujours est-il que ces politiques, elles ont des effets sociaux. C'est-à-dire que le montant des déductions fiscales dans le cadre d'investissement locatif, il va augmenter, comme celui des APL, de la même manière que va augmenter le prix de l'immobilier locatif, et à l'inverse, le montant des aides à pierre étant en chute libre depuis un certain nombre d'années. Alors les conséquences, c'est d'une part que le parc social, il va constituer un refuge pour des ménages en difficulté, donc qui sont exclus du parc privé, donc des travailleurs pauvres issus de l'immigration, des familles monoparentales, parfois les deux. Et d'autre part, la demande de HLM croît beaucoup plus vite que l'offre de HLM, et leurs occupants vont se paupériser. Donc la politique du logement social, elle apparaît bien en cours de résidualisation, donc c'est un mot qui a été prononcé tout à l'heure, comme dans d'autres pays d'ailleurs d'Europe occidentale. On a une conception universaliste du logement social qui est plutôt en déclin. Et voilà, donc les politiques du logement social, elles visent de façon accrue les personnes défavorisées. Et donc ces personnes défavorisées, donc cette catégorie, elle va être précisée. En fait, la loi Dallot donc, de 2007, elle va permettre de catégoriser et d'étiqueter ces personnes défavorisées à travers la définition de critères de priorité et d'urgence qui vont être inscrits dans la loi en vue, voilà, donc pour ces personnes, d'accéder à un statut de prioritaire. Alors, la mise en œuvre de cette procédure d'identification des personnes défavorisées par le recours à la justice, elle connaît un certain succès. À l'heure actuelle, on dépasse sans doute les 700 000 recours déposés. Mais elle se traduit aussi par un glissement donc, du paradigme de l'insertion vers la gestion des risques. C'est-à-dire qu'on va passer d'un traitement individualisant au cas par cas selon des critères plus ou moins flous à une tentative de rationalisation dans l'identification et dans le traitement des risques qui vont être associés au mal logement, qu'il s'agisse des risques pour les ménages, excusez-moi, ou des risques pour les bailleurs, notamment ceux qui sont liés à la solvabilité des ménages. Alors, j'en viens plus précisément, donc c'est le deuxième point, au droit au logement, aux transformations de son contenu et à son effectivité. C'est le deuxième point, voilà, je vais essayer de développer. L'effectivité du droit, c'est l'impact social des lois à travers leurs usages. Voilà, donc je ne reviens pas en détail sur l'histoire du droit au logement. Seulement, la principale nouveauté du Dallot, qu'est-ce que c'est? C'est d'impliquer le passage d'une obligation de moyens pour loger les personnes défavorisées à une obligation de résultat, donc qui va peser sur le préfet. Alors, donc cette obligation de résultat, c'est un terme juridique, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que ça s'inscrit dans une forme de culture du résultat. Donc là, c'est un terme plutôt managérial. Donc une culture du résultat qui inspire, de manière plus générale, les réformes des politiques publiques depuis le début des années 2000. En fait, à travers le Dallot, il s'agit de faire mieux en matière de logement des personnes défavorisées, tout en limitant les dépenses publiques. Alors en fait, le recours à la justice, il doit permettre de restaurer la dignité humaine des mal logés ou des sans-abri à travers leur accès à la justice et au droit. Et d'autre part, l'application de la loi Dallot, elle est conçue comme une opération vérité, c'est-à-dire que l'intensité du recours à la justice va être instituée en indicateur des besoins prioritaires de logement dans les départements en vue de construire là où il y a vraiment des besoins. Voilà, alors moi ce que j'essaie de montrer dans mes travaux, c'est que cette comptabilité des besoins prioritaires de logement, qui est fondée sur le recours à la justice, elle n'est pas si juste que ça. C'est-à-dire que de nombreux mal logés ou sans domicile, ces personnes ne vont pas toujours faire valoir leurs droits et d'autres vont se heurter à des obstacles administratifs. Ce qui explique que l'effet de levier qui était attendu de la mise en œuvre de la loi, donc l'effet, en fait la loi, ses promoteurs attendaient qu'elle suscite la production, excusez-moi, de logements accessibles.
Mais bon, ça fonctionne d'autant moins que les prioritaires DALO, ils vont faire l'objet d'un tri très sélectif. Donc, cette année, le taux de sélection des bénéficiaires du DALO parmi les personnes qui déposent un recours, il s'élève à moins de 28%. Voilà. Par ailleurs, voilà, je termine sur le DALO. Le montant des condamnations de l'État, il est réduit et en fait, il a été réaffecté depuis 2011 à un fonds d'accompagnement social vers le logement plutôt que vers la construction de logements sociaux. Alors pour terminer sur le DALO, justement, au-delà du DALO, je pense qu'on peut dire que l'empilement des lois et des décrets d'application, elle va créer une situation, elle va favoriser l'incertitude juridique chez les différents types d'acteurs des politiques locales de l'habitat. Donc ça me permet de faire une transition avec le troisième point sur la gouvernance qui avait été mis en valeur par René Balin. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la gouvernance des politiques du logement social depuis quelques années ? En fait, les conditions localisées de mise en œuvre du DALO, elles sont assez exemplaires de transformation plus large, d'évolution plus large du processus de décentralisation. Alors bon, je reviens donc sur le fait que les politiques du logement social, elles sont à la fois particulièrement exemplaires et expérimentales du processus de décentralisation. Et voilà, donc ce qui va se passer avec le DALO, c'est qu'on va assister à une modification des rapports de force sectoriels au local entre les différents types d'acteurs des politiques locales de l'habitat. Donc alors, cette évolution du processus de décentralisation, elle pose des questions voilà, que René Balin soulignait sur le rôle de l'État en tant que garant du droit au logement, alors que ses moyens sont limités. Donc on a une grande partie des compétences en matière d'habitat qui sont déléguées aux intercommunalités, mais ce n'est pas le cas justement de la responsabilité du droit au logement. En fait, c'est une possibilité qui a été envisagée en 2012, mais aucun élu local n'a saisi la perche, voilà, pour que les collectivités locales prennent en main la responsabilité du droit au logement. Donc finalement, moi, ce que j'essaie de montrer, c'est que le droit au logement opposable, sa mise en œuvre, elle apparaît comme une forme de tentative de reprise en main à la fois partielle et inachevée des politiques locales du logement très social. En fait, il s'agit de révéler leurs carences à travers l'intensité des recours, mais aussi de restaurer l'autorité des agents de l'État local sur le système d'attribution des HLM, notamment à travers ce qu'on appelle la reconquête du contingent préfectoral. Donc c'est une expression qui a été reprise aussi bien par Benoît Apparu que récemment par Emmanuel Cos. Voilà, donc j'en termine sur le fait que le relogement des prioritaires DALO, donc cette tentative de rationalisation et de reprise en main par les agents de l'État au local, elle va se heurter à des résistances fortes de la part des élus locaux, notamment dans les communes populaires, mais aussi de la part des bailleurs sociaux qui vont souhaiter préserver des stratégies de peuplement et qui vont souhaiter limiter la paupérisation de leur territoire de mandat pour ce qui concerne les élus, et en ce qui concerne les bailleurs, ils vont souhaiter limiter la paupérisation de certaines franges de leur parc. Voilà, donc pour conclure, en fait, le droit au logement opposable, il apparaît surtout comme un filet de sécurité avec quelques trous, derrière des apparences d'universalité, et en fait, ces conditions pratiques de mise en œuvre localisées, elles témoignent finalement d'évolutions plus larges, d'évolutions libérales des politiques du logement social et des politiques sociales tout court, qui sont de plus en plus ciblées sur les exclus du marché. Voilà, donc j'en termine avec un deuxième message publicitaire après voilà, pour l'ouvrage sur les espaces du logement qui a été coordonné par Françoise Duro et Laurent Cailly à la suite du colloque des jeunes chercheurs du Réal. Voilà, donc intègre une partie sur les politiques publiques du logement, donc des recherches récentes sur la question. Voilà. Merci, oui, Claire. Mais en même temps, René, tu n'es effectivement plus en position de chercheur, tu l'as dit, mais tu es en position d'acteur maintenant dans le champ de ces politiques-là, dans l'agglomération grenobloise. Ce serait intéressant que tu réagisses aux propos et à la vision qui a été donnée du DALO. Alors, bon, en sachant que derrière l'acteur se cache toujours le chercheur. Claire ? Je ne veux pas couper la parole à René. Non, mais vas-y. Bon, alors oui, Claire Lévy-Vroëlan, donc je suis sociologue et j'ai pas mal travaillé sur ces questions du parc très social et des politiques publiques qui ont émergé. Alors merci beaucoup de vos deux exposés en écho. Là, évidemment, le livre de
Balin et Morel, on l'appelle, hein, c'est un classique, le très social, le logement très social, avec les contradictions. Moi, il me semble qu'on peut aller un peu plus loin dans la... Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est une question ouverte à tous les deux. On peut aller un peu plus loin dans les contradictions qui ont été ouvertes à la suite de la loi Besson et des années 90, jusqu'au Dallot et après, et des contradictions qui me semblent assez lourdes de conséquences politiques au sens large. Donc on est là sur les politiques publiques. Et je veux parler, alors ça a été très bien redit, bien sûr, de l'émergence de ce volet très social, comme une espèce de béquille sur les deux piliers du logement, et qui ne fait que croître et embellir. Enfin, je crois que les budgets du très social et de l'urgence, c'est pas une spécificité française d'ailleurs, mais ne font qu'augmenter. Alors pour quel bénéfice? Il me semble que en lien avec ce droit au logement émergent et maintenant inscrit et fonctionnel, à défaut d'être efficace, pour moi il y a deux contradictions. C'est-à-dire que sur l'application du droit au logement, il y a celui du garant et du décideur. C'est-à-dire qu'on a bien une tension entre cette question de la territorialisation de la décision, avec les cuisines et les arrière-cuisines et les énormes dispositifs qui sont dédiés à trouver des solutions pour les personnes sans abri qui ont été validées en tant que prioritaires Dallot. Et puis le garant qui est l'État. Alors il y a un grand écart là, qui est évidemment beaucoup plus sensible sur les territoires tendus, comme on dit, beaucoup moins sur les autres, mais il me semble que cette contradiction, elle n'est pas prête de se résoudre. Ça, c'est la première. Et puis la deuxième, que je trouve aussi... il y a une espèce de non-dit tout le temps sur les politiques publiques et le droit au logement, qui est celle des personnes en situation irrégulière. C'est-à-dire qu'au fond, cette concurrence des pauvres, qui a quand même, bon, je raccourcis, mais installé tout ce développement inflationniste du très social, des hébergements d'urgence, des hébergements d'insertion, ce qui a été très bien dit. Cette concurrence des pauvres, hein, pour être logés, elle est aujourd'hui méchamment à l'œuvre, avec des conséquences politiques qui me semblent assez graves. Moi, j'ai plus le droit que qui. Et puis, la question des personnes en situation irrégulière, qui, par certains aspects, peuvent se revendiquer comme ayant droit au titre de, par exemple, le Code du travail de l'action sociale et de la famille, ou comme ayant droit au titre de, justement, ayant des enfants, et donc bénéficiant d'une mise à l'abri qui est évidemment inconditionnelle sur le papier, mais qui ne l'est pas dans la réalité. Donc ces deux contradictions-là, moi je voudrais savoir ce que vous en pensez. Pourquoi, quand on parle des politiques publiques, finalement, on se cantonne, enfin j'exagère un peu exprès, hein, mais au périmètre de ce que les politiques disent qu'elles font. Et donc, cette fragmentation du fait d'être ayant droit, enfin des catégories qui n'arrêtent pas de se subdiviser pour arriver... Enfin, je ne suis pas très claire là. Voilà, je vais m'arrêter là. C'est donc la question des politiques migratoires en lien avec les politiques publiques du logement et la question de la concurrence des pauvres et du caractère de l'État comme garant d'un droit qui n'est pas appliqué par lui concrètement. Je peux peut-être commencer à répondre à la dernière question sur la concurrence des pauvres. Alors effectivement, le Dallot, c'est un dispositif de recours à la justice qui vient à la suite de nombreux autres dispositifs pour le logement des personnes défavorisées, notamment depuis la loi de 1998. En fait, il y a une catégorisation finalement peut-être aussi plus précise, mais le dispositif, il va rentrer en concurrence avec d'autres dispositifs, les accords collectifs départementaux, les dispositifs à destination des femmes victimes de violences conjugales, pour sortir un exemple très précis. Donc oui, voilà, enfin, les catégories, les critères de priorité et d'urgence au titre du Dallot n'englobent pas toutes les situations de mal logement ou de difficulté à s'y maintenir. Et on assiste effectivement à une forme de concurrence. Ouais.
Donc, sur cette question des concurrences dépôts, moi, ce que je retire des différentes analyses auxquelles j'ai participé ou des travaux dont j'ai pu avoir connaissance, c'est qu'il faut réduire la zone dans laquelle les personnes sont soumises à un traitement singulier et individuel et personnalisé, qui fait qu'on va multiplier, avec le risque de multiplier les filières, justement, de créer des concurrences. Alors, certes, il faut bien s'adapter aux situations individuelles, ça c'est un acquis, mais chaque fois que l'on peut, il faut transformer des personnes, des groupes de personnes confrontées à des difficultés en des catégories qu'on peut doter de droits objectifs. Ça me semble quelque chose que nous apprend l'histoire du Dallot, même si je partage les limites que tu indiques, mais c'est quand même une avancée dans ce sens-là. C'est que des personnes qui étaient à la recherche d'un logement, qui étaient soumises à des logiques un peu de prescription sociale pour accéder à un logement, ont pu être catégorisées, ça a pu être transformé en une catégorie de personnes d'accédant à un logement pour lesquelles il y a un droit possible avec un recours. C'est ça qui est extrêmement important et c'est justiciable, quoi. Alors, une des difficultés du Dallot qui n'a pas été soulignée de mon point de vue, c'est que ça mêle deux logiques, quoi. Ça mêle une logique de droit et puis une logique qui reste oui, presque de prescription sociale, parce que les commissions de médiation qui ont à dire le droit se comportent très souvent comme des pré-commissions d'attribution qui vont juger de la capacité des personnes à avoir un logement ou qui vont prendre en compte l'insuffisance de l'offre parmi les critères, alors qu'elles ont à juger en droit. Et pour avoir discuté récemment avec René Dutré, qui est secrétaire du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et puis en charge du comité de suivi du Dallot, qui est en train de faire tout un travail dans une dizaine de départements en France, il dit que la principale difficulté d'application de la loi, elle est là, quoi. Il faut revenir à l'esprit initial de la loi et juger en droit des situations qui sont présentées et non pas en fonction des capacités présumées des personnes ou en fonction de l'offre disponible. Et il me semble que Claire interrogeait sur les invisibles, c'est-à-dire ceux pour lesquels il n'y a pas le processus que vous indiquiez, c'est-à-dire de catégorisation au regard duquel on instaure effectivement un droit. Elle signalait les personnes dites en situation irrégulière, qui sont hors du champ de ces politiques-là, en interrogeant sur le pourquoi, au fond, la recherche s'interroge ou travaille sur ce qui est dans le périmètre défini, au fond, par la puissance publique, alors que si on raisonne en termes d'absence de logement, il y a effectivement des gens qui sont certes hors du périmètre, mais qui sont sans logement et qui ne profitent pas, entre guillemets, de ce processus de catégorisation qui permet, au regard de la catégorie ou de l'appartenance à une catégorie, de trouver une légitimité d'ayant droit et donc de trouver un droit. Enfin, il me semble que c'était ça la question posée par Claire, auquel vous n'avez répondu ni l'un ni l'autre. Voilà. Pour donner un petit élément de réponse, enfin, voilà, les autorités préfectorales sont effectivement très attentives à la validité des papiers des requérants Dallot. Donc c'est un élément de réponse à contrario, en fait. C'est-à-dire que voilà, il y a une focalisation, en fait. Le droit au logement, c'est un droit voilà, pour une certaine catégorie de personnes. Effectivement, il y a de nombreux exclus. Des gens qui ne disposent pas des titres de séjour nécessaires, des gens qui ne disposent pas non plus des ressources économiques. Donc ça ne fait pas partie des critères de la loi, mais c'est assez net quand on observe le travail d'instruction ou de prise de décision dans les commissions. Voilà, il y a des critères qui sont parfois non juridiques qui vont être actifs dans le cadre de la sélection des ayants droit.
fait, c'est une question qui rejoint... Si vous pouvez préciser votre... Alors, Yannick Henriot, je suis doctorant au LAVU, et je travaille sur la question justement des ménages mal logés, difficulté à habiter Paris. Alors, pour la question du DALO, et ce questionnement que vous avez commencé à évoquer sur la loi DALO et ce rôle de l'État qui en même temps n'a pas vraiment les moyens d'aller jusqu'au bout, puisque les relogements passent par les bailleurs sociaux, etc. Il faut voir aussi, je pense, alors j'aimerais bien savoir s'il y a des travaux, notamment en relation avec la loi DALO, sur l'évolution de cette loi DALO. Elle est tiraillée à la fois par la préfecture qui n'a pas les moyens totalement de l'appliquer, enfin, qui n'a pas la pleine main, mais il faut voir aussi qu'il y a des acteurs qui se servent de cette loi pour la faire évoluer dans le sens de l'universel, notamment tout ce qui est milieu associatif, etc. Et il faut voir aussi qu'il y a une volonté de rétablir un déséquilibre de la propriété privée face au droit au logement, et que cette loi, elle a été très importante, puisqu'elle remet au fondement de l'État l'obligation de relogement, et que notamment, il y a tout un travail qui se fait sur l'empêchement d'expulser, puisque cette utilisation qui peut être faite de la loi et de son élargissement vers l'universel, cette fois-ci, en utilisant comme moyen d'empêcher les expulsions, mais aussi de réaffirmer un droit plus universel et qui, justement, concerne plus de monde. J'ai quelques éléments de réponse sur l'action des associations. Alors bien sûr, il y a des clivages dans le monde associatif, il y a des associations plus ou moins militantes, plus ou moins proches de l'État, qui vont avoir un rapport plus ou moins conflictuel avec la préfecture notamment, et qui vont mobiliser une conception plus ou moins universaliste du droit au logement. Voilà, mais bon, il se trouve que celles qui participent aux instances de décision, et qui vont aussi contribuer à l'accompagnement social et juridique des ménages, des personnes défavorisées dans le cadre de permanence associative, certaines vont avoir tendance à faire preuve d'un certain réalisme, d'un certain principe de réalisme dans l'accompagnement, et parfois même elles vont procéder à une sélection des cas à défendre. Alors ce n'est pas le cas de toutes les associations. Il y a des associations qui défendent vraiment une forme d'esprit de la loi et le fait de retenir exclusivement les critères légaux, donc qui sont inscrits dans le marbre de la loi, mais ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Oui. Peut-être un petit retour d'expérience. Je suis Anaïs Souvet, chargée de mission Habitat précaire et logement transitoire à la mairie d'Aubervilliers. C'est un poste d'ailleurs assez original pour une mairie. Je crois qu'en tout cas, on a une expérience très institutionnelle du DALO et des problématiques de logement sur la ville. Je crois que le DALO est effectivement devenu un label et un moyen d'accès à du logement plus que la reconnaissance d'un droit fondamental comme c'était prévu au départ. Et dans la pratique, on n'avait pas tellement besoin d'un label supplémentaire. En tout cas, juste pour témoigner, il y a une nouveauté dans le 93, c'est la radiation des DALO, notamment des DALO historiques, pour non-renouvellement de la demande de logement social. C'est pas à la marge. Sans prévenir les personnes reconnues DALO préalable, bien entendu, puisque le but, c'est de faire descendre le chiffre très clairement. Donc, en plus du faible taux de reconnaissance DALO, il y a cette radiation qui est en train d'augmenter. Et puis, on a reçu même des courriers du préfet du 93 nous demandant d'arrêter de recourir autant au DALO. Donc, on voit bien un glissement là de l'objectif de la loi. Odile Jacquemin, oui, juste une question, puisqu'on est beaucoup pointu là sur la loi DALO, et je regardais le titre, les politiques publiques, donc je me disais, est-ce qu'on peut éventuellement élargir, et par exemple, sur le troisième axe évoqué par René Balin dans l'introduction, sur la mixité sociale, est-ce qu'on pourrait voir, par exemple, quid du transgénérationnel, qui est une problématique d'aujourd'hui. Alors, bon, c'est pas pour refaire la tenue, savoir si il y avait des
des questions possibles, des réponses possibles sur peut-être la recherche d'aujourd'hui. Je vais essayer de répondre un petit peu aux deux questions en même temps, enfin de rebondir sur la remarque. En fait, la radiation des ménages historiques d'Allo, des prioritaires d'Allo historiques. Alors, il y a d'autres ménages prioritaires d'Allo qui vont se retrouver radiés. C'est ceux qui vont refuser des logements qui vont leur être proposés. Et il se trouve que la cause chez les ménages d'un certain nombre de refus d'attribution de logement social à la suite de la reconnaissance de la priorité et de l'urgence de leur situation, c'est la situation en fait, des quartiers, bon, c'est les quartiers les plus stigmatisés parfois, dans lesquels vont être relogés ces ménages. Donc ça pose, du point de vue des bénéficiaires de l'action publique, cette question des contradictions entre droit au logement et mixité sociale, qui est centrale, hein, enfin, dans les recherches sur l'habitat, et notamment sur les recherches sur l'habitat des personnes défavorisées. René, tu peux peut-être répondre et puis on passera peut-être après à la séquence suivante. Oui, sur cette question des refus, il y a la dimension qui vient d'être indiquée, mais c'est une question qui traverse tout le champ de l'hébergement et du logement social, parce que les travaux qui sont faits, par exemple, sur les attributions d'hébergement qui sont réalisées dans le cadre des SIAO, les attributions de logements sociaux, on retrouve dans ces différents domaines, les attributions qui passent par la voie d'Allo, un taux de refus extrêmement important. Moi, je crois que l'explication du lieu compte, mais ce n'est pas la seule explication. Moi, je m'appuie sur un certain nombre de travaux qui montrent que pour l'ensemble des personnes, il y a d'une façon générale un refus des parcours administrés, ce qu'on pourrait appeler de cette façon-là, y compris chez les ménages qu'on dit en difficulté, le souci de maîtriser un peu son lieu d'habitat, son lieu d'hébergement, même quand on est appréhendé comme étant dans une situation d'urgence. Je pense que cette dimension-là me semble assez importante. D'ailleurs, concernant le logement social, Dominique Mélenchon en parlerait mieux que moi, mais ça donne lieu à un certain nombre d'initiatives, que ce soit la location choisie, la location active, où on cherche à mettre les personnes en capacité d'avoir un tout petit peu de pouvoir sur le choix de leur lieu d'habitat, quoi. Et donc, il ne faut pas avoir une lecture uniquement à travers un seul critère qui est celui du lieu d'habitat. Voilà. Non, bien sûr, évidemment, il y a beaucoup d'autres raisons du refus des logements qui sont proposés, des radiations qui peuvent faire suite à ce refus, que la question de la stigmatisation des quartiers. Mais c'était juste pour mettre sur le tapis cette question de la mixité sociale qui continue à être en contradiction avec la mise en œuvre du droit au logement. Et voilà, et je voulais juste insister sur cette dimension un peu subjective de la disqualification, en fait. Voilà, comment est-ce que, justement, finalement, les ménages, les personnes défavorisées, entre guillemets, vont envisager cette problématique? Parce que souvent écarté, on parle toujours de la mixité sociale, du point de vue des élus, des bailleurs. Voilà, c'est pas toujours. Il y a des enquêtes, hein, évidemment, sur cette question du point de vue des ménages, mais je pense que c'est un secteur à développer encore. Juste par rapport à la question que vous posez, je pense qu'il faut revenir à l'histoire. C'est-à-dire, René l'a dit tout à l'heure, l'article ou les articles qui, dans l'ouvrage de 98, parlent des politiques publiques, sont quand même le résultat, il l'a rappelé, d'une mobilisation très très forte de l'État sur ces questions-là. C'est-à-dire, il y a eu un énorme programme de recherche qui a duré. C'est-à-dire, on n'a pas connu depuis de telles mobilisations de la part de l'État sur des questions de ce type. Et je crois qu'il a bien montré quels étaient les enjeux. C'était à la fois l'irruption de la question sociale dans le champ
des politiques du logement, en tout cas d'une nouvelle question sociale liée à la montée de la précarité. C'était la question aussi de la décentralisation, c'est-à-dire d'une transformation de la conduite des politiques publiques du logement avec l'émergence de nouvelles politiques locales de l'habitat et du logement. Il a bien parlé d'une séquence particulière qui a mobilisé très fortement la communauté des scientifiques travaillant sur la diversité des situations. La question qui est posée derrière, c'est quelle nouvelle séquence. Alors on voit bien dans le propos que tu as tenu qu'il y a bien effectivement une évolution, un déplacement de la question. Pour autant, on n'y voit pas tout à fait clair sur ce qui constitue cette séquence. Et par ailleurs, il n'y a pas le même mode de mobilisation de la recherche, en tout cas d'une commande publique qui mobiliserait très largement sur une diversité de sites et une diversité de situations les chercheurs. Et dans le même temps, la question de la mixité, par contre, a largement occupé la scène de la recherche. Mais dans l'ouvrage de 98, il en est question, mais elle est probablement moins centrale à propos des politiques publiques que les questions que tu as posées. Néanmoins, la contradiction sur laquelle vous avez l'un et l'autre conclu votre propos, l'opposition entre droit au logement et puis exigence de la mixité sociale, est une question qui reste aujourd'hui névralgique. Elle n'était pas tout à fait posée comme ça dans l'ouvrage de 98.